Depuis le Second Empire, les grands magasins de la capitale se distinguent au sein du paysage commercial français et parisien, majoritairement composés de petites boutiques. Ces sociétés ont prospéré en inventant des méthodes de vente nouvelles et en innovant en matière de promotion des produits. Les grands magasins emploient en effet une grande variété de supports publicitaires, des plus traditionnels, affiches, prospectus, catalogues, aux plus originaux, notamment les nombreux cadeaux offerts à la clientèle. Calendrier, agenda, marque-page, éventail, jeux, images illustrées. La légende que se construisent ces grandes entreprises, ce que nous appellerions aujourd'hui le storytelling, attribue même l'invention de certaines pratiques à leur mythique fondateur. La distribution de ballons de baudruche à Alfred Chauchard, fondateur des grands magasins du Louvre, et celle des chromolithographies à Aristide Boucicaut, créateur du bon marché. L'une des innovations des grands magasins est d'autoriser la clientèle à se promener dans les rayons sans obligation d'achat et même d'y favoriser son séjour par la conception particulière de ces espaces ainsi que par une offre de services et d'attractions variées. Certains grands magasins s'envisagent même très tôt comme une véritable étape touristique pour les visiteurs de province ou de l'étranger. C'est pourquoi le Bon Marché édite et offre des brochures de présentation de ces magasins, des guides et des plans de Paris, ainsi que des horaires de transport en commun. Le Bon Marché profite donc des grands événements internationaux se tenant dans la capitale pour capter une clientèle encore plus large, en particulier au moment des expositions universelles. Au moment des JO de 1924, dont l'envergure médiatique est moindre, peu de commerces parisiens rebondissent sur l'actualité. Les grands magasins en ont cependant les moyens et en perçoivent l'intérêt vis-à-vis d'une clientèle assez aisée et potentiellement intéressée à la pratique du sport. C'est dans ce contexte que le Bon Marché diffuse ce plan. Il se présente dans une élégante et sobre couverture cartonnée. Au recto, un dessin dû à un certain Géo Duval. Cet artiste est peu connu. On lui doit des affiches publicitaires pour des produits pharmaceutiques, des banques ou des compagnies de chemin de fer, principalement pendant l'entre-deux-guerres. Montre 3 personnages masculins synthétisant l'événement sportif. Un athlète sautant au-dessus d'une barre et sans doute un arbitre et un journaliste. On remarquera un accessoire emblématique des innovations de l'époque en matière de communication. Le haut-parleur. Avec la TSF, le haut-parleur semble constituer un élément fort dans l'évolution de l'ambiance sonore de la capitale. Il est utilisé pour la première fois, en 1924, par un candidat aux élections législatives sur une voiture circulant dans les rues de Paris, ainsi que par les organisateurs des épreuves de Colombe. Au verso, la couverture du plan reprend l'iconographie traditionnelle des papiers à en-tête et des cartes commerciales, avec une vue aérienne en perspective des bâtiments du grand magasin. Au-delà de la fonction d'identification du lieu, les distorsions d'échelle, largeur exagérée des rues, rapetissement des véhicules, visent à mettre en valeur l'immensité du magasin et à symboliser la puissance de l'entreprise. D'ailleurs, les superlatifs joignent le texte à l'image. Magasins les plus beaux et les plus modernes du monde. On remarquera que le document indique dès la couverture la présence d'interprètes en toutes langues en mesure d'accueillir correctement les clients du monde entier. On lit également sur ce verso le nom de l'imprimeur du plan. Il s'agit de la maison Hénon, spécialisée dans la production de documents publicitaires. Elle compte déjà dans sa clientèle les grands magasins du Louvre, pour lesquels elle imprime en 1916 un plan de Paris assez ressemblant. On peut penser qu'elle produit chaque support en grand nombre. Le plan du Bon Marché, en tout cas, est conservé en double exemplaire dans les collections de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ce qui suppose une grande facilité de collecte au moment de sa diffusion. Les superlatifs accolés au nom du grand magasin se retrouvent à l'intérieur du document, dans le cartouche de titre du plan et au revers de la couverture. Personne ne vient à Paris sans visiter le Bon Marché,
qui est une des curiosités les plus attrayantes de la capitale. Le magasin se considère véritablement comme une étape indispensable du circuit touristique parisien. Le plan nous montre un Paris encore enserré dans sa dernière enceinte fortifiée. Les fortifications de Thiers, que l'on reconnaît à la forme des bastions. Au début des années 20, cette enceinte est en cours de démantèlement. Ce plan a pour principale vocation d'orienter les spectateurs des JO vers les sites des épreuves. Il leur indique donc comment s'y rendre. Les lignes de métro ressortent en rouge sur le fond noir, où se détachent également les pavés sombres des gares. Le réseau parisien compte alors une dizaine de lignes, exploitées par 2 compagnies différentes, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris et la Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud. En rouge sont également mis en avant les sites des épreuves olympiques se déroulant à Paris ou en proche banlieue, du moins leur direction pour ceux qui se trouvent en dehors de la carte. Le site principal, le stade de Colombes, le Parc des Princes et le Cirque de Paris, qui n'accueillent finalement pas d'épreuves, le Vélodrome municipal de Vincennes, le stade Pershing, construit en 1919 par les Américains pour les Jeux interalliés, également à Vincennes, et le stade Bergère. Ces 2 enceintes reçoivent des matchs de football et de rugby, ainsi que le stade de Paris, actuel stade Bauer, à Saint-Ouen, qui ne figure pourtant pas sur le plan. Au centre, dans un rectangle plus large et illustré de la fameuse perspective de ces bâtiments, la mention du bon marché ne manque pas d'attirer l'attention, autant sinon plus que les enceintes sportives. On est frappé par l'absence de l'une des principales installations, construites pour l'occasion, sur des terrains de la zone laissés libres par le démantèlement des fortifications, porte des Lilas. La piscine des Tourelles. Comment expliquer l'absence de ce site olympique majeur? Cette anomalie nous donne sans doute un indice sur la date de publication du plan. Organisés et prévoyants, les services de communication du Bon Marché anticipent peut-être l'événement à un tel point que l'achèvement des travaux de construction de la piscine des Tourelles, lancé tardivement en mars 1923, n'est alors pas assuré. Pourtant, le calendrier général des événements imprimés au verso du plan indique bien que les épreuves de natation auront lieu à Paris. De manière générale, le plan comprend des sites finalement non utilisés, le Parc des Princes et le Cirque de Paris, et n'indique pas des enceintes parfois tardivement réquisitionnées ou aménagées. La trop grande anticipation du Bon Marché ou les défauts de communication des organisateurs des JO font donc perdre de son intérêt à ce guide, d'autant que les lieux indiqués ne sont pas associés aux disciplines des épreuves qui s'y dérouleront. Le verso du plan reprend le contenu du calendrier général des fêtes, congrès, expositions et des Jeux olympiques de Paris 1924, tel qu'il est diffusé par le Commissariat général de la propagande du Comité olympique français. C'est sans doute l'un des documents de promotion de l'événement le plus largement distribué, d'autant plus qu'il est repris par des annonceurs non officiels, comme ici le Bon Marché. Ce petit guide à l'usage des spectateurs des JO reprend quasiment intégralement le contenu du programme officiel. On note toutefois 2 variantes principales entre le plan du Bon Marché et le programme officiel des JO. À la place des 2 affiches des Jeux olympiques, celle de Jean Droit et celle d'Orsi, le Bon Marché a préféré se mettre en avant en reproduisant une vue de sa galerie des antiquités et de l'entrée de son nouveau bâtiment Art déco, ouvert en 1923 à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Mais peut-être faut-il y voir un autre indice sur la date du document, l'élaboration de l'affiche officielle des JO ayant connu plusieurs rebondissements et ayant abouti tardivement au début de l'année 1924. D'ailleurs, on peut penser que le Bon Marché l'aurait utilisé en couverture de son plan s'il avait pu en disposer. L'autre variante concerne les encarts publicitaires pour le magasin. Au bas de chacune des pages du verso, à l'exception de celle du plan du stade de Colombes, dont la composition est trop complexe pour permettre cette insertion.
On retrouve dans ces slogans les superlatifs dont abusent les publicitaires de l'époque, avec un certain sens du matraquage dû à l'effet de l'anaphore. Le Bon Marché est le magasin préféré de la clientèle élégante. Le rayon de sport du Bon Marché est le mieux assorti de tout Paris. C'est le rayon en rapport avec les circonstances qui est mis en avant. De même plus loin, au Bon Marché, grand choix de costumes et manteaux pour sport, voyage, excursion. Le Bon Marché est le moins cher de tous les magasins. Les magasins du Bon Marché sont les plus beaux de Paris. Jusqu'à une certaine outrance, les magasins du Bon Marché sont les plus importants et les plus modernes du monde entier. On note de nouveau la mention des compétences linguistiques du personnel capable d'accueillir la clientèle étrangère. Il s'agit également de vanter les services particuliers offerts par l'enseigne. Vente par correspondance et services d'expédition, agences de voyage, services de réservation pour les spectacles, salons de thé et restaurants, mais aussi guichets bancaires. Même si on est encore assez loin du sport-spectacle ou du sport-business en 1924, Pierre de Coubertin, qui préside alors à ses derniers Jeux olympiques en tant que président du CIO, est un farouche défenseur de l'amateurisme et répugne au mélange entre sport et argent. Ce document laisse percevoir le bénéfice en image et en notoriété que de grosses sociétés commerciales comme le Bon Marché peuvent tirer de la référence à un grand événement médiatique ou envisagé comme tel. Depuis longtemps déjà d'ailleurs, les annonceurs ont surfé sur l'actualité, notamment au moment des expositions universelles et même pendant la Première Guerre mondiale, en utilisant le ressort du patriotisme. Elles convoquent aussi régulièrement les vedettes du monde du spectacle pour vanter leurs produits. Mais il faudra attendre encore pour que le monde du sport, avec le développement du professionnalisme, fasse le chemin inverse et comprenne le parti qu'il peut tirer d'un partenariat avec les sociétés privées à travers le sponsoring. Le mot apparaît dans les années 30 aux États-Unis et la pratique prend véritablement son essor durant les 30 Glorieuses.